Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce mercredi 17 novembre. Nicolas Sarkozy attend de son nouveau gouvernement une unité sans faille. Lors du premier Conseil des ministres, le chef de l'État a redit quelles étaient les priorités, notamment la réforme de la fiscalité avec la suppression du bouclier fiscal et de l'impôt sur la fortune. Autre grand chantier, la prise en charge de la dépendance des personnes âgées. La facture s'annonce lourde. Le communiste Guy Fischer et l'UMP Denis Jacquat confronteront leurs pistes dans cette édition. L'affaire Karachi, relancée par Charles Millon, jusqu'à prendre les allures d'une affaire d'État, l'ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac confirme les rétrocommissions en marge de la vente de sous-marins au Pakistan. Et puis notez que notre premier invité sera l'historien et journaliste Benoît Raïski, auteur de « L'homme que vous aimez haïr ». Il commentera la tentative de Nicolas Sarkozy de se remanier lui-même hier soir à la télévision. Cette fois, c'est devant le juge Renaud Van Ruymbeck que Charles Millon a reconnu le versement de commissions sur la vente d'armement au Pakistan. L'ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac relance ainsi les interrogations sur l'attentat de Karachi en 2002, 11 techniciens français avaient trouvé la mort, et sur un éventuel financement occulte de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. Bérangère Dinglas. Pour le contrat pakistanais, on a eu une intime conviction qu'il y avait rétrocommission. Les mots de Charles Millon ne laissent aucun doute. Dans ce qu'il a dit au juge, l'ancien ministre confirme ce qu'il avait déjà laissé entendre à Paris Match en juin 2009. Ces rétrocommissions servaient à rémunérer les intermédiaires dans la vente de sous-marins au Pakistan. Selon l'ancien ministre de la Défense, Jacques Chirac aurait donné l'ordre de cesser toute transaction, par crainte qu'une partie de l'argent revienne en France pour financer la campagne d'Édouard Balladur. Un scénario que l'ancien Premier ministre, comme son trésorier de l'époque, Nicolas Sarkozy, réfute. Pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille ? Qui peut croire à une femme pareille? Mais aujourd'hui, les propos de Charles Millon renforcent une thèse défendue par l'avocat des victimes depuis longtemps. L'attentat ne serait pas dû à Al-Qaïda, mais à une vengeance liée aux commissions. La gauche dénonce aujourd'hui une affaire d'État et Martine Aubry réclame toute transparence dans cette affaire. On s'aperçoit qu'on a pris le risque de jouer avec la vie de nos ressortissants à l'étranger qui travaillaient à l'exportation pour notre pays pour de basses querelles de financement de campagne électorale. C'est véritablement dramatique si c'est la réalité. Les regards se tournent également vers le Conseil constitutionnel qui avait eu à donner un avis sur les comptes de campagne d'Édouard Balladur. Aujourd'hui, Jean-Louis Debré refuse de transmettre les comptes rendus des discussions. Il y a quelques jours, Michel Alliot-Marie avait assuré que la justice pouvait avoir accès à ces débats. Nicolas Sarkozy est invité à s'exprimer sur ses soupçons de rétrocommission par les socialistes, Jean-Marc Ayrault ou encore Manuel Valls qui évoquent une affaire d'État. Martine Aubry réclame la transparence totale. Invité de Preuve par 3 à 18h sur Public Sénat, Michel Rocard a également réagi, nous l'écoutons. La justice est au boulot, qu'elle fasse son travail. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait transparence, en effet. Et sur un problème pareil, je trouve un peu scandaleux qu'il y ait encore, je ne sais plus s'il y en a toujours d'ailleurs, des documents sous secret défense. Il y en a. Ça, c'est pas bien, parce que le secret défense n'a pas été inventé pour ça. Michel Rocard, invité de Preuve par 3. Séance inaugurale à l'Élysée pour le nouveau gouvernement. Les nouveaux membres du gouvernement Fillon 3 ont volontiers confié leurs émotions. Un premier conseil des ministres, c'est pas rien, a ainsi lancé le rescapé centriste Maurice Leroy. Le chef de l'État a reçu par ailleurs les députés UMP à la mi-journée pour une nouvelle explication. Fait notable, François Fillon a été invité à s'exprimer lors de cette réunion pour la première fois. Nicolas Sarkozy, par ailleurs, a assuré qu'il n'avait pas tourné le dos au centre après le départ de Jean-Louis Borloo. D'ailleurs, les deux hommes déjeuneront ensemble à l'Élysée demain. Le Parti socialiste n'entend pas laisser à l'UMP le monopole du thème de l'insécurité. Une autre injustice, selon Martine Aubry. Un forum des idées s'est tenu aujourd'hui à Créteil pour un pacte national de protection et de sécurité publique.
Dans l'actualité, également aujourd'hui, le Parlement qui a définitivement adopté la réforme territoriale après un ultime vote de l'Assemblée nationale, après également plus d'1 an de navette entre les deux assemblées. Notez également en matière de justice que la Cour de cassation a transféré aujourd'hui à Bordeaux les affaires Woerth-Bettencourt, dont le dépaysement avait été demandé à la suite des dissensions entre les magistrats de Nanterre. Le président du Sénat tente d'apaiser le climat social dans son assemblée. Fait sans précédent, en effet, une grève du personnel avait été déclenchée il y a une dizaine de jours contre les projets de réforme inspirés par le souci d'économie budgétaire. Gérard Larcher s'est exprimé aujourd'hui sur ce sujet et sur la réforme de l'administration du Sénat. Il en a profité pour définir, selon lui, le dialogue social. Le dialogue social, c'est pas, j'allais dire, une symphonie pastorale. C'est fait aussi pour confronter analyse, point de vue, s'écouter les uns les autres. Et à un moment, il appartient à l'autorité politique de décider. Gérard Larcher, cet après-midi, lors d'une conférence de presse encore dans l'actualité politique, cette annonce, Jean-François Copé devient officiellement le secrétaire général de l'UMP à l'issue de la réunion du bureau politique du parti majoritaire. La suite du 19h avec notre premier invité, Benoît Reski. Bonsoir Benoît Reski. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de L'homme que vous aimez haïr, un livre sur ce que vous inspirent les anti-sarkozystes les plus virulents, n'est-ce pas? Hier soir, à la télévision, le chef de l'État, venu expliquer le remaniement, s'est aussi beaucoup remanié lui-même, comme l'ont constaté l'ensemble des observateurs de la presse ce matin. Simon Barbarie. La salle du Conseil des ministres, les dorures et les lustres de l'Élysée en toile de fond. Claire Chazal, Michel Denisot et David Pujadas alternent les questions. 3 journalistes et un président. Nicolas Sarkozy n'a pas l'avantage du nombre et s'excuserait presque devant Claire Chazal. Pardon de vous le dire, ce n'est pas exact. L'ouverture n'est pas terminée. Ce n'est pas exact. Permettez-moi de vous dire. Mais permettez-moi. Les ministres d'ouverture. Ah ben, pardon. La modestie, point d'orgue de l'intervention présidentielle. La voix est détimbrée, le débit lent. La réforme des retraites a été adoptée il y a moins de 15 jours. Le Conseil constitutionnel l'a validée jeudi, si mon souvenir est exact. Hier soir, Nicolas Sarkozy s'est aussi essayé à un nouveau style, l'autocritique. Peu coutumier du genre, il va même jusqu'à reconnaître à demi-mot certaines erreurs. Le mot identité nationale a provoqué malentendu. C'était une erreur. Il a provoqué malentendu, Pourquoi? je dois le voir, donc j'ai retiré. Mais, sans doute qu'on s'y est mal pris, peu importe. Dans la vie, il faut être pragmatique, monsieur Denisot. Reste à savoir si les Français seront convaincus par ce nouveau style, très mesuré, suffisamment pour faire remonter sa cote de popularité en berne ces derniers temps. Voilà, modestie, autocritique, ton modéré, enfin pas toujours avec les journalistes quand même, qu'il a sèchement remis à leur place à plusieurs reprises. Benoît Reski, comme vous, Nicolas Sarkozy a-t-il entendu ceux qui le critiquent? Parfois la bave aux lèvres, écrivez-vous. Oui, pas ceux qui le critiquent, la bave aux lèvres, ceux qui l'insultent. Si je peux me permettre, je ne veux pas faire du Sarkozy. Oui. Ceux qui le critiquent, ce n'est pas l'objet de mon livre, c'est ceux qui l'insultent. Il y a une nuance. Oui, c'est ceux qui atteignent un niveau bien supérieur. Mais est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy tenir compte de ces critiques-là hier soir dans sa nouvelle façon de s'exprimer, par exemple? Moi, ce que je peux vous dire, le président de la République va à la télé. Plein de gens vont à la télé. À la télé, on fait ce qu'on peut. Donc je ne juge pas sur le fond, on fait ce qu'on peut, on essaie d'être bon. Ceci, c'est un sujet qui m'indiffère. Ce que je peux dire de Sarkozy pour ce que j'ai vu, et aussi pour ce que j'ai lu, là, à la télé, il faut bien en parler. C'est la loi du genre. Il a été, comme toujours, sûr de lui-même et dominateur, et il a passé au-dessus de tout ça un ton légèrement plus patelin que d'habitude. Sur le fond, c'est vraiment pas un sujet de débat pour moi. D'accord, mais quand même, vous l'avez vu apparaître plus calme. Est-ce que ça peut calmer l'anti-sarkozysme, la bave aux lèvres? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a deux choses. Il y a la critique légitime de tout homme politique, et peut-être de Sarkozy plus que d'autres, selon les choix politiques qu'on fait. Il y a, comment dirais-je, la dénonciation de telle ou telle mesure. Nous sommes en démocratie.
Ça, c'est légitime, normal. Il y a plein de partis qui s'y emploient, y compris certains à l'UMP, ça c'est un autre sujet. Et il y a la haine. Mon livre est sur la haine. Bon, je dirais plus mon livre, il y a la haine. Et la haine est, pour moi, qu'il s'agisse de Sarkozy ou de quelqu'un d'autre, là il s'agit de Sarkozy, mais nous sommes en France. La haine, pour moi, est une lèpre de l'esprit. Les exemples que j'ai lus, que j'ai vus, que j'ai rassemblés, parce que je l'ai fait pour un livre, sont des exemples qui atteignent non pas les sommets, mais le bas, là où sont les égouts. Voilà. Est-ce que vous pouvez éventuellement citer certaines des personnes qui vous inspirent ce sentiment de rejet profond? Non, moi je n'ai... Non, c'est pas que je ne veux pas citer des personnes. Je vais vous dire, il se déverse ici et là, sur les sites des journaux, je dis bien sur les sites des journaux, pas les sites parmi anonymes, des insultes et des injures ad hominem. Ça me répugne, c'est dans une tradition fasciste. Vous faites référence aux années 30, particulièrement dans cet ouvrage. Totalement, c'est la même chose. C'est les mêmes types d'insultes. Alors, vous me direz qu'eux, ils sont rouges et révolutionnaires, que les autres étaient bruns ou noirs. C'est le même type d'insulte qui a fait contagion. Et ça, c'est une maladie. Mais vous, si je peux résumer, vous êtes plutôt du côté rouge, Benoît Raïsky. Est-ce que ça augmente votre indignation? Ah, mais bien sûr, pardon. Permettez-moi d'utiliser le passé. Ce furent les miens. Oui. Moi, j'ai pas bougé. Ils sont partis. Eux sont partis, pas moi. C'est clair, chez moi, définitif, etc. On sait pour qui je vote, pour n'importe qui de gauche. Je dis bien n'importe qui. Donc, vous voyez, n'importe qui de gauche. Par habitude, par tradition familiale, peut-être par paresse aussi, peu importe. Est-ce que vous avez une autre expression pour qualifier l'anti-sarkozysme, ce que vous combattez? Parce que c'est une expression qui ne semble pas suffisante pour vous maintenant, quand on vous interroge. Non, l'anti-sarkozysme, si vous voulez, ce serait aussi banal que l'anti-Gaulli. Alors, comment l'appeler, ce phénomène? Ce phénomène-là est un phénomène qui traduit, j'ai pas les mots qu'il faut. Oui, on n'a pas l'expression. Vous avez fait un livre. Vous êtes assez journaliste pour savoir qu'on ne trouve pas toujours l'expression journalistique. Mais il a été interrogé hier soir, Nicolas Sarkozy, sur l'anti-sarkozysme. Et il a dit, c'est un peu la loi du genre. Vous dites que la loi du genre est dépassée. Pour moi, la loi du genre, de ce genre-là, que je dénonce, est tout simplement l'intrusion en France, dans certains milieux minoritaires, mais qui parlent très fort, d'une fascisation, au sens moral du mot, de la pensée. Voilà, je n'ai pas d'autre mot à dire. C'est tombé sur Sarkozy, pour des milliers de raisons, mais il y a eu 50 livres qui ont été faits pour expliquer ça, et ça m'inquiète prodigieusement, pas pour Sarkozy, il n'est pas à plaindre, ça m'inquiète pour le pays dans lequel je vis. La haine est quelque chose qui, moi, me révulse d'où qu'elle vienne. Et là, je sais d'où elle vient. Et comment est-ce qu'elle s'explique? Dites-nous. Ah, l'explication, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a trouvé une bonne formule, elle n'est pas de moi, hein, mais j'en ai des bonnes dans mon livre d'ailleurs. Il a dit que Sarkozy était un métèque de la politique. Pas uniquement métèque au sens de ses origines, de par là-bas, Hongrie, Roumanie, Transylvanie. C'est un atypique. Alors, il a tous les défauts de l'atypique, Sarkozy. Il n'est pas beau, il est petit, il n'a pas fait l'ENA. Si, bien sûr. Hein? Et c'est on dirait, c'est un nouveau riche de la politique, si je peux le dire là-dessus. C'est ni une critique, un constat. À cet égard-là, il est atypique. Donc, il ne fait pas président. Vous savez, il a tenté de le faire plus, manifestement, hier soir. Peut-être, ça lui réussira pas. Mais vous dites que ça ne va pas désamorcer ces critiques-là. Cette haine-là, non, parce que les haines, c'est une maladie viscérale qui se traduit sur d'autres sujets que sur Sarkozy. Simplement en France, ça, c'est la haine. Elle a trouvé son truc là. Mais c'est un appel aussi au parti traditionnel, votre livre, à calmer peut-être la puissance de leur anti-sarkozysme. Écoutez, pour calmer la puissance de l'anti-sarkozysme, il y a un type qui fait ça très bien, et Dieu sait que... il s'appelle François Hollande. Oui. C'est lui qui l'a dit. Alors, pas moi. Il a dit que l'anti-sarkozysme n'était pas un programme politique. Donc, mieux que François Hollande, il l'a fait. Voilà, un parti de gauche, etc. Moi, la haine est pour moi une vomissure, et on vomit sur Sarkozy, sur sa femme, sur son gosse, et aussi sur son père. Tout le monde y passe. Et ça,
c'est les années 30. Très bien. En rouge. L'homme que vous aimez haïr, donc Benoît Raisky. La question du nouvelobs.com, c'était celle-ci. Avez-vous été convaincu par Nicolas Sarkozy? Non, à 86%. Hein, les internautes du Nouvel Obs. Vous auriez répondu, malgré ce livre, oui ou non, sur l'émission d'hier soir? Et moi, j'ai répondu ce que je vous ai dit. Non. Convaincu, non, j'ai pas besoin. Je vais pas être convaincu par Sarkozy. Voilà. Voilà. Merci Benoît Raisky. C'est moi qui vous remercie. Aux éditions Grasset. La suite du 19h. Maintenant, le dossier ouvert par le chef de l'État hier soir. Le grand débat ouvert par le chef de l'État de la dépendance des personnes âgées. Un débat est donc lancé. Il sera orchestré par Roselyne Bachelot pour trouver les moyens de financer la dépendance. Question cruciale, bien sûr, avec l'allongement de la durée de la vie. L'effort nécessaire pourrait être de quelques 5 milliards d'euros par an. Flora Sauvage, avant nos deux invités. 2 200 € par mois en moyenne, aide comprise, c'est le coût d'un hébergement en maison de retraite. Avec l'espérance de vie qui augmente, en 2060, le nombre de Français de plus de 75 ans pourrait être de 17 millions. Le débat sur la dépendance et la perte d'autonomie a été relancé par le président de la République hier soir. Une personne âgée sur 4 deviendra un jour dépendante. C'est un enjeu de plusieurs dizaines de milliards d'euros et c'est un enjeu dont le coût croît régulièrement parce que le nombre de personnes âgées et dépendantes croît. Aujourd'hui, ce sont les départements via l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, qui paient une partie de la facture. Mais demain, cela ne suffira plus pour financer la dépendance. Certains sont partisans qu'au-delà d'un certain revenu, les personnes contribuent eux-mêmes à financer leur fin de vie via des assurances privées. Les personnes, à un certain moment, paieront tous les mois une toute petite somme pour faire en sorte que lorsqu'ils seront dans une situation potentielle de dépendance, tout le monde ne le sera pas forcément, ils pourront couvrir cette période de fin de vie. Les assurances privées se frottent déjà les mains, mais le président socialiste de l'Association des départements de France craint que ce soit au détriment de la solidarité nationale. Si l'on parle de risque assurantiel, avec des recours à l'assurance privée, le recours sur succession, un certain élément de cette nature, nous estimons par avance que ce ne sont pas les meilleures voies à investir dans le cadre du débat. Dernière solution pour financer la dépendance, augmenter la CSG ou encore créer une journée de solidarité nationale. Avec nous donc Guy Fischer, bonsoir, sénateur communiste du Rhône, et qui sort à peine du débat sur les retraites. Et là, vous voilà m'engager sur le débat de la dépendance. Et Denis Jacquat, député UMP de Moselle et vice-président du groupe d'études sur la longévité. Sachant que la mission sénatoriale d'information sur la dépendance voit ses travaux prolongés aujourd'hui. Une donnée heureuse, on vit donc de plus en plus vieux. Un effet comptable, la prise en charge de la dépendance va coûter de plus en plus cher. Bon, c'est déjà un constat partagé par vous deux, Guy Fischer. Oui, ça c'est évident. Je crois que l'on ne peut absolument pas contester que l'espérance de vie, d'une part, en bonne santé, et d'autre part, la dépendance, eh bien, coûteront plus cher. Mais pour notre part, nous posons la question, est-ce que ce sera une prise en charge globale et universelle ou privée? La solidarité nationale. Oui, d'accord, la solidarité nationale ou les assurances privées, c'est un petit peu l'alternative. D'abord, on pourrait poser le problème du financement. Denis Jacquat, ça va coûter combien la prise en charge de la dépendance? Le problème du financement, moi-même, j'ai cette particularité d'avoir appartenu à tous les groupes qui ont étudié le problème de la perte d'autonomie à l'Assemblée nationale depuis 1986. Et à l'époque, j'indiquais que concernant donc le financement, il y a une somme X que l'on doit dépenser. Et ce que je disais, c'est qu'il faut faire très attention, c'est que le nombre, comme vient de le dire Guy Fischer à l'instant, allait augmenter, ça c'était sûr, mais nous allions avoir des cas de plus en plus lourds. Ça c'était aussi extrêmement important. Mais ce qu'il convenait, c'est d'aider les personnes qui étaient en petite perte d'autonomie comme les personnes qui étaient en grande perte d'autonomie. Le coût, on le sait... Le coût global. Non mais ça dépend ce qu'on met dans le panier. Oui, oui. Mais grosso modo, on l'estime entre 23 et 30 milliards d'euros. Mais ça dépend. Non, mais il ne faut pas oublier une chose. Quand on parle de perte d'autonomie, et c'est une des volontés des associations, c'est d'aller vers des phénomènes de convergence. Il y a tout le monde des personnes handicapées, il y a tout le monde des personnes âgées. Et nous avons une demande, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de la part des grandes associations, de regrouper toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie. Alors, le président de la République l'a présenté surtout
dans le cas de personnes âgées, c'était une des questions qui a été posée, mais pour nous, pour ceux qui s'y intéressent depuis extrêmement longtemps, et je suis très content qu'il y ait 6 mois donc supplémentaires, même si on y pense depuis 1986 à ce sujet-là, cela permettra justement de bien mettre tous les points sur les i. C'est de déterminer le périmètre exact. On a un périmètre, on a un coût, et on va les recettes. Et voilà. Alors, Guy Fischer, on a entendu Éric Doligé qui évoquait une contribution individuelle, une petite somme, a-t-il dit. Est-ce qu'on pourra financer la dépendance sans en être chacun de sa poche ? Alors, Éric Doligé est un spécialiste. Il est président de Conseil général. Et là, il a vécu dans le financement des conseils généraux l'inversion de la tendance. C'est-à-dire, au départ, la prise en charge par l'État était de 70%. Nous pensons que c'est une charge qui devrait être supportée à 50-50 par les départements et par l'État. Donc par les collectivités, quoi. Par les collectivités territoriales. Mais déjà, ça ruine les départements. Mais alors, la difficulté, on connaît le déficit de la Sécu. Alors, la difficulté supplémentaire, c'est que d'une part, on a le phénomène de vieillissement qui s'inversera dans les années futures, mais d'autre part, on a aussi le problème de la crise des finances publiques. Donc, c'est un problème réel de savoir qui va financer, et c'est dans ce sens-là, nous disons qu'il y aurait peut-être des pistes à suivre par un financement, par une imposition des revenus financiers, donc toute la partie que nous avons largement développée dans le PLFSS pour son financement, notamment sur comment faire payer un peu plus les revenus financiers qui explosent. Est-ce que ça pourrait suffire ? Mais de toute façon, concernant... Oui ou non, selon vous? Est-ce que vous prenez des assurances privées, par exemple? Non, le problème de l'assurance privée ne peut être que complémentaire. L'assurance privée ne peut pas se substituer à l'APA. C'est clair et c'est net. On a eu une mission à l'Assemblée nationale, j'en faisais partie, qui était président de rapporteur Valérie Rousseau-Debord. Mais il est évident, et même les assureurs, quand vous les interrogez, eux disent concernant donc une prise en charge, les GIR 1 et les GIR 2, mais les petits GIR, vous parlez tout à l'heure des petites pertes d'autonomie. Alors les GIR, il faut expliquer que c'est le degré de dépendance. C'est la classification, je dirais, de la perte d'autonomie. Mais vous pouvez, on n'a pas le droit de laisser sur le bord du chemin des personnes qui ont 90 ans et que l'on doit aider. Elles habitent un 4e étage, elles veulent y rester, mais elles n'arrivent plus à faire leurs courses. On s'aperçoit quand même que les grandes sociétés d'assurance, notamment AXA, se mettent là sur les rangs. On sent qu'elles sont prêtes quand même à se lancer sur ce nouveau marché prometteur. Non, mais les assurances sont déjà sur le marché, je dirais, de la perte d'autonomie. Il y a, si j'ai bonne mémoire, 5 millions de personnes dans notre pays qui ont déjà souscrit une assurance dépendance ou une assurance perte d'autonomie. On a prêté peut-être l'attention au chef de l'État ou à d'autres ministres de la rendre obligatoire, cette assurance supplémentaire. Non, dans la mission de Valérie Rousseau-Debord... Pardon. Non, vas-y. Non, alors, dans la mission de Valérie Rousseau-Debord, elle proposait de substituer donc l'assurance à l'APA. Moi-même, on fait partie d'une mission, il y a une majorité de personnes qui font dans un sens que de l'autre. Mais ce que moi je disais, c'est dans le rapport, je suis plus pour une cotisation qu'un système assurantiel. Ce qu'il faut, c'est une APA publique, forte, pas trop chère, solvable, tous les adjectifs peuvent être mis, mais il peut y avoir une complémentaire faite par le milieu de l'assurance. Alors, pour notre part, nous sommes pour une protection sociale et notamment pour l'autonomie, que cela soit réintégré véritablement dans notre système de protection sociale. Alors, il y a la discussion sur un 5e risque ou une 5e branche. Est-ce que ça n'aboutit pas à ça, votre proposition, la création d'une nouvelle branche de la Sécu spécifique? Alors, pour moi, c'est cela vers qu'il faut aller. Parce que dans le même temps... Quand on connaît déjà les difficultés financières des autres branches. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, le système assurantiel qui est en embuscade. Il y a 4 ou 5 grands groupes qui voient leur part de marché progresser. Il y a une perspective de profit, là? Alors, il y a vraiment des sources de profit, puisque pour les principaux groupes, dans les résultats semestriels, c'est des progressions de l'ordre de 7%, 16,5%, 10,7% et 16,1%. Donc, c'est un marché très profitable. Et aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas possible que l'on alimente par des produits financiers un secteur qui doit relever du vieillissement. Parce que le vieillissement,
c'est bien, on arrive à l'aboutissement d'une vie de travail. Mais il s'agirait d'une assurance complémentaire. Alors là, aujourd'hui, nous sommes contre finalement cette ouverture au marché financier, car de toute évidence, il faut véritablement que l'on puisse débattre au niveau de la solidarité nationale. On sait que, par exemple, la mission qui est menée par M. Marini et M. Vassel, eh bien, il y a cette ouverture vers le marché assurantiel. Et vous allez la combattre? On ne va pas la combattre, on va la dénoncer, pour le moins. On va discuter, argumenter pour montrer que là aussi, eh bien, on va vers une privatisation. D'accord. Alors ça, c'est un point de clivage important et de réflexion qui va se poursuivre évidemment. Il y a d'autres solutions qui sont avancées par certains pour permettre à l'État ou au département de financer cette dépendance. Par exemple, ce qu'on appelle le fameux recours sur succession, qui d'ailleurs a été évoqué hier par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en dites les uns et les autres? Donc l'idée, c'est que l'État se rembourserait sur l'héritage de la personne, une fois celle-ci décédée. Monsieur Jacquat, qu'en dites-vous? Oui, moi, je connais bien le problème parce que j'étais le co-auteur de l'amendement concernant donc, la suppression du recours sur succession à l'époque. Parce que beaucoup de gens ne prenaient pas d'aide à domicile parce qu'ils avaient peur que leurs enfants n'aient plus d'héritage. Mais l'héritage, des fois, c'était une table et deux chaises. Il faut bien le savoir, c'était psychologique. Donc moi, à l'époque, je me suis battu. Et quand les enfants ne veulent pas prendre en charge le coût de la dépendance? Non, mais tous les enfants n'ont pas de l'argent. Non, il y a de l'aide sociale qui existe et qui fonctionne bien. Le problème, il n'est pas pour les plus riches ou les plus pauvres. L'idée d'un recours sur succession, Non, de toute façon, l'ensemble de l'argent qui proviendrait, je dirais, d'un rétablissement sur le recours sur succession, il est évident, n'arriverait pas à combler les sommes nécessaires. Ça, c'est évident. Une étude avait été faite dans le Bas-Rhin il y a un certain nombre d'années. Les coûts administratifs coûtaient plus cher que l'argent qui avait été récupéré. Ça, c'est certain à ce propos. Alors, dis-moi combien tu as, je te dirai combien je te donne. Et le recours sur succession, c'est un peu ça. Alors, j'ai été pendant... C'est pas forcément comme ça qu'on présentera le marché. J'ai été pendant très longtemps conseiller général du Rhône, 26 ans, et j'ai vu expérimenter cela. C'est-à-dire que dans l'attribution notamment et la constitution de demandes d'APA, eh bien, il y a un dossier, pour ce qui est du département du Rhône, donc un dossier qui est constitué et qui prend en compte véritablement le patrimoine de la personne âgée. Et à partir de là, on demande par finalement une négociation, eh bien, que c'est traumatisant, c'est traumatisant. C'est très traumatisant et l'APA sera plus ou moins importante selon la possibilité pour le Conseil général de récupérer une certaine sa mise en quelque sorte. De départ. Et ça, j'y suis absolument contre. Comme Denis Jacquat, je me suis prononcé contre le recours sur succession. C'est un débat qui va revenir, qui sera au cœur des discussions. Et à partir de là, eh bien, ce sera un vif débat parce que là, on verra très vite, compte tenu des difficultés pour les départements de participer au financement de l'APA, eh bien, que ce seront des pistes à suivre. En tous les cas, vous saluez tous les deux ce grand débat qui va s'ouvrir pendant 6 mois. Ah oui, il est nécessaire. Il est nécessaire. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette édition du 19h à 22h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal de Public Sénat. Je vous rappelle, le fil permanent, politique et parlementaire sur publicsénat.fr. Tout de suite sur LCP, Assemblée nationale. Question d'info avec Manuel Valls. Bonsoir à tous.